Bonjour et bienvenue au balado Impôts Expert, vos impôts à votre façon. Mon nom est Dacheli, je suis votre coordinatrice aujourd'hui et le sujet aujourd'hui, c'est les prêts REER. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, pour parler de si ça vaut la peine ou non, il y a mon collègue Jerry Vitratos avec nous aujourd'hui. Bonjour Jerry, comment ça va? Ah, ça va, Ida. Comment ça va? Ça va très bien. Une autre saison d'impôts? Ouais, ben c'est comme je le dis, là, tu sais, ma barbe, là, c'est de plus en plus gris. Je pense, tu le vois, là, ça commence à s'approcher ici à la moustache, là, juste là. OK, Mhm. donc je pense que l'année prochaine, là, ça va être blanc, 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 là. Je pense, avec les saisons qui passent, là, avec la torture de la saison, là. Même si tu sais, c'est ça qu'on fait, là, c'est ça notre job, mais quand même, là, avec les saisons, je pense, dans une saison ou deux, là, ça va être tout gris, là. Ça va être complètement gris. Et plus de cheveux, là. J'aurai plus de cheveux après. Ça va être fini. Mais tu sais qu'ils disent les cheveux blancs, c'est un signe de sagesse, hein? Parle-y à ma femme, là. Si, si c'est vraiment le cas, là. Bon, alors aujourd'hui, le sujet, c'est les prêts REER. Est-ce que ça vaut Mhm. la peine, de faire de prendre un prêt pour maximiser nos REER? Ouais, donc la réponse, c'est comme la joke plate que je dis à chacune de ces Mmh. balados-là, là, c'est vraiment ça dépend. Et c'est vraiment OK. la réponse à n'importe quelle question fiscale, là, c'est vraiment est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou faire ça? Là, la réponse est toujours ça dépend. OK, ça dépend de chacun, c'est du cas par cas, là, comme on dit. Ça dépend de ta situation financière, ça dépend de combien qu'on peut gagner là, dans ce cas-là, en augmentant notre cotisation de REER et en augmentant conséquemment notre remboursement de la déclaration de revenus. Donc, sachez que, premièrement, avant d'embarquer là-dedans, ben, il faut savoir c'est quoi exactement un prêt réel là, dans ce cas. Ben, un prêt réel, tout simplement, c'est un prêt qu'on va prendre à une institution financière ou à notre courtier. OK, dans ce cas-là, notre courtier de bourse, là, dans ce cas, pour être capable d'avoir plus de fonds, OK, pour contribuer à notre compte de REER. Et là, c'est quoi le but dans ce cas-là? C'est vraiment tout simplement d'augmenter notre cotisation de REER parce qu'on le sait que la cotisation de REER, chaque dollar qu'on met dedans, on va augmenter notre remboursement ou la réduction d'impôt qu'on va avoir sur notre déclaration de revenus. Exemple, si j'ai gagné 50 000 de revenus durant l'année et j'ai cotisé 5 000 dans mon REER, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais être imposé sur 45 000 au lieu de 50 000. Donc, le rabais d'impôt qu'on pourrait dire entre guillemets, là, l'augmentation de mon remboursement, dans ce cas-là, pour le 5 000 que je cotise à mon REER, c'est tout simplement multiplié par mon taux d'imposition. Et là, dans ce cas-là, ça devient ma réduction d'impôt et conséquemment l'augmentation de mon remboursement dans ce cas. Donc, encore une fois, j'approche mon institution financière, je vais prêter de l'argent de leur part et je vais augmenter ma cotisation pour avoir tous les avantages et les bénéfices de mon REER, là, d'une augmentation de cotisation de REER. D'accord. Alors, il existe-tu des stratégies et quelles sont-elles? Ben, les stratégies, ce sont les raisons pour cotiser. Là. Ce sont les raisons pour prendre le prêt dans ce cas-là, pour cotiser plus dans nos REER. Et il y a vraiment, et puis vous allez le retrouver, là, si vous faites des recherches Google, par exemple, il y a vraiment trois stratégies là, que les personnes vont Mmh. utiliser dans le cas de prêt de REER. Le premier, c'est ce qu'on appelle le prêt de majoration. Et lui, c'est quoi exactement? C'est le fait que on va prêter juste assez, OK, pour augmenter notre remboursement, OK, avec les fonds excédentaires que le prêt va nous donner, OK, et avec cette augmentation de remboursement et mon remboursement régulier avec les cotisations que j'ai déjà faites, je serai capable, dans ce cas-là, de quasiment payer, rembourser entièrement ou presque mon prêt de REER. Donc, ça, c'est un prêt de majoration. Donc, par exemple, il me manque un peu de fonds. Et là, je me dis, oui, mais si je prête ce montant-là de mon institution financière, ben, avec l'augmentation de remboursement que je vais avoir, en plus du remboursement que j'aurai déjà, ben, ça serait assez pour quasiment enlever ou éliminer mon prêt avec l'institution financière. Donc là, évidemment, c'est gagnant-gagnant là, dans ce cas. OK? Oui, l'institution financière va gagner parce qu'il vous donne des fonds pour que vous investissiez avec eux. Et en plus,
vous n'auriez pas un prêt pour longtemps. C'est le temps tout simplement de recevoir votre remboursement. Donc, vous prenez votre prêt, vous cotisez à vos REER, après ça, vous produisez vos déclarations de revenus et le temps dans ce cas-là de recevoir les remboursements du fédéral du Québec, vous prenez ces remboursements-là après et vous remboursez quasiment entièrement votre prêt. Et là, évidemment, vos frais d'intérêt seront très minimes. Donc, c'est très gagnant de faire un prêt de majoration. Bon, après ça, on a le prêt de bonification. Et lui, le prêt de bonification, c'est dans le cas où, OK, à chaque année, habituellement, vous êtes régulier et vous cotisez votre maximum selon votre plafond de REER à chaque année. Puis ça, on peut le retrouver, évidemment, dans l'avis de cotisation. OK? Et à chaque année, vous le faites. Mais là, tout à coup, dans une année, là, vous avez eu plus de dépenses durant l'année et tout à coup, vous n'avez pas assez là, pour cotiser entièrement le plafond de l'année que vous avez le droit de cotiser. Donc là, vous pouvez prendre ce qu'on appelle un prêt de bonification, qui veut dire vous prenez assez pour maximiser votre plafond annuel. Et là, parce que vous êtes régulier là, habituellement, donc vous cotisez entièrement au plafond annuel. Et là, évidemment, encore une fois, qu'est-ce que ça va faire dans ce cas-là? C'est que ça va augmenter votre remboursement, le montant du prêt que vous prenez parce que vous le cotisez dans votre REER, vous réduisez encore plus votre impôt et, conséquemment, vous augmentez votre remboursement. Et là, vous prenez l'entièreté de votre remboursement et vous remboursez une bonne partie de votre prêt dans ce cas-là. Donc, c'est pas comme le prêt de majoration où vous allez quasiment éliminer entièrement votre prêt, mais c'est pas mal proche. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans un temps assez restreint, par exemple dans un an, habituellement, vous serez capable de rembourser le restant du prêt. OK? Donc, ça, c'est la prêt de bonification. Bon, après ça, on a un troisième. Et lui, c'est le plus risqué. Et lui, c'est ce qu'on appelle le prêt de rattrapage. Et là, le nom le dit, c'est vraiment le rattrapage. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce cas-là pour le rattrapage? C'est que, par exemple, vous êtes en retard depuis plusieurs années sur vos cotisations de REER. Donc là, ça fait quelques années que vous n'avez pas maximisé vos plafonds annuels. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est que tous ces plafonds accidentels que vous n'avez pas utilisés, mais vous ne les perdez pas là. OK? Ils ne sont pas perdus parce que vous ne les avez pas utilisés dans l'année. Ils vont s'accumuler et après ce certain nombre d'années, vous pouvez carrément faire une cotisation pour utiliser tous tous ces plafonds annuels cumulés que vous n'avez jamais utilisés dans les années passées. Donc, le prêt de rattrapage, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous prenez un plus gros prêt pour rattraper vos plafonds annuels que vous n'avez pas maximisés au fur des années. OK? Et dans ce cas-là, évidemment, on prend ce prêt-là, on va faire une grosse cotisation de REER dans la déclaration de revenus parce qu'on va rattraper tous les plafonds annuels cumulés durant les années. OK? Et à la fin, on va prendre le remboursement et on va encore une fois rembourser le prêt. Mais là, dans ce cas-là, à cause que le prêt est beaucoup plus grand que les deux autres prêts qu'on avait mentionnés auparavant, bien, ça va prendre plus d'années dans ce cas-là pour être capable de rembourser le prêt. Donc, habituellement, le prêt de rattrapage, vous allez voir que la plupart des contribuables qui le font, c'est habituellement une fois dans la vie qu'ils vont le faire parce qu'ils étaient en retard depuis plusieurs années et là, ils veulent rattraper sur leur plafond, OK, sur leur plafond cumulé. Donc, ils vont prendre ce gros prêt dans ce cas-là pour rattraper les plafonds annuels cumulés qu'ils n'ont pas utilisés. Mais évidemment, qui dit plus gros prêt va dire plus d'années pour rembourser le prêt. C'est pour ça que on ne fait pas souvent ce prêt de rattrapage-là. C'est habituellement une fois à vie, juste pour rattraper après ça. Ces contribuables-là vont continuer à maximiser après ça leur plafond annuel à chaque année. D'accord. Maintenant, en prenant le prêt, il doit avoir quand même un avantage ou des avantages pour nous. Oui, absolument, parce que un prêt, c'est toujours risqué, hein, parce que ça rajoute à nos dettes, là, tu sais. Donc, Mmh quand mh. on a une dette, ben, ça va rajouter à la dette. Mais les avantages du plafond de REER, j'ai déjà donné un aperçu, là. Vous avez vu que une des stratégies de tous des 3 stratégies que vous mentionnez, c'était quoi?
c'est que je prenais mon remboursement mon remboursement de la déclaration de revenus et je remboursais plus rapidement mon prêt. Et c'est ça le gros avantage d'un prêt REER. C'est le fait qu'en prenant ces fonds additionnels et être capable de les placer dans les comptes REER, ben, on augmente dans ce cas-là notre cotisation de REER. Et quand on augmente de cotisation de REER, on réduit notre impôt et on augmente conséquemment notre remboursement s'il est applicable. Sinon, on réduit tout simplement le montant payable, OK, sur la déclaration de revenus. Donc, ça, c'est le gros avantage. Alors que si je prenais un prêt d'investissement pour, par exemple, un compte imposable, qui n'est pas un REER ni un CELI, par exemple, dans ce cas-là, malheureusement, les fonds que je place dans ces investissements-là, je ne peux pas les déduire sur ma déclaration de revenus. Alors qu'un prêt REER, ça me donne cette option-là, c'est que je les place dans un véhicule d'investissement qui me donne immédiatement une réduction d'impôt. OK? Et je peux prendre cette réduction d'impôt-là ou mon augmentation de remboursement et je peux l'utiliser immédiatement pour rembourser mon prêt. Donc, il veut dire que je peux rembourser mon prêt plus rapidement qu'avec tous les autres types de prêts que je peux prendre, que ce soit un prêt hypothécaire, un prêt pour une auto, etc., ou un prêt d'investissement, etc., etc. Donc, ça, c'est le gros avantage, OK, d'avoir un prêt réel. L'autre avantage qui est un peu méconnu dans ce cas-là, c'est le fait que les taux d'intérêt sont moindres que les taux d'intérêt dans d'autres prêts. OK? Par exemple, d'autres prêts d'investissement ou par exemple une marge de crédit, par exemple. OK? Pourquoi? Ben, c'est parce que l'institution financière va sortir gagnante deux fois avec vous en prenant le prêt. Premièrement, quand vous prenez le prêt, ben, ils vous chargent des intérêts. Donc, ils ont déjà ce gain-là. En vous chargeant des intérêts, ils vont commencer à gagner un revenu d'intérêt sur votre prêt. Deuxièmement, quand ils vous donnent ce prêt-là, c'est pour investir avec eux, avec leurs fonds d'investissement. Donc, en investissant avec eux, ben là, ils vont prélever en plus les frais de service sur leur investissement. OK? Donc, à cause de cela, comme je l'ai mentionné, là, l'institution financière est gagnante deux fois. Premièrement, ils vous chargent des intérêts, OK, pour le prêt que vous n'avez pas remboursé. Et en plus, vous allez investir avec eux. Et leurs fonds, habituellement, vont avoir des charges et ils vont récolter ces charges-là sur ces fonds-là. Donc, sur ces investissements-là. Donc, à cause de cela, ils vont toujours vous donner des taux d'intérêt plus alléchants, OK, avec des prêts de REER parce qu'ils savent qu'ils vont sortir gagnants des deux bords dans ce cas. Bon, OK. le troisième avantage, c'est le fait que c'est le rendement futur potentiel plus élevé. OK? Donc dans ce cas-là, à cause de la capitalisation là, que vous allez avoir au fur et à mesure dans les années, OK, ben, le plus tôt que vous pouvez investir, le mieux c'est pour vos rendements futurs. Donc, si le prêt peut vous donner plus de fonds pour investir plus de fonds plus souvent, OK, plus rapidement dans ce cas-là, ben, ça donne ces fonds-là plus de temps pour être capable de gagner ou de capitaliser pour vous dans des fonds enregistrés qui sont à l'abri d'impôts. OK? Donc, alors que ça, par exemple, si si vous voulez investir 10 000, vous avez seulement 5 000, mais là, ce 5 000-là, ça pourrait vous prendre 3, 4, 5 ans avant d'être capable de placer ce 5 000 excédentaire. Alors que le prêt vous donne la chance de l'investir immédiatement dans la même année que le 5 000 que vous avez dans votre poche. OK? Donc, ça donne ce 5 000-là, les 5 ans dans mon exemple, pour se capitaliser plus rapidement. Puis on le sait, là, c'est pas un mystère, là, vous pouvez chercher dans Google partout et regarder les rendements d'une personne dans la vingtaine qui investit dans la vingtaine jusqu'à la trentaine et qui arrête après ça d'investir et compare-le avec une personne qui commence dans les trentaines et qui continue à investir dans ses années 60. Vous allez voir une grosse surprise dans ce cas-là, c'est que la personne qui a commencé dans les vingtaines et a arrêté d'investir va habituellement surpasser en termes de rendement ses investissements comparativement à la personne qui a commencé dans ses trentaines et qui a continué pour 30 ans après. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment le temps dans le marché qui fait qu'on peut capitaliser plus. Et en se prêtant plus de fonds, vous donnez plus de temps à ces fonds-là de se capitaliser. Bon, avec, tout un avanta avec des avantages, il y a toujours des inconvénients ou des désavantages.
Quels sont-ils? Ouais, évidemment. Ouais, évidemment, là, dans tout dans la vie, tu as des avantages, des désavantages de faire n'importe quoi. OK? Et le gros inconvénient ou désavantage de prendre un prêt de réa, ben c'est le risque des pertes dans ce cas-là. Ça s'appelle les pertes composées. OK? Donc, j'avais parlé des gains composés avant. Là, on a le risque des pertes composées. Pourquoi? Parce que, exemple, prenons l'exemple concret, là. Moi, je prends un prêt et j'ai la malchance de prendre le prêt au début de l'année 2008. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans 2008? Bon, on avait la grosse crise, OK, dans ce cas-là, où ça a pris 2 ans pour les marchés pour récupérer. OK? Et si on a eu la malchance de prendre ce prêt réel-là au début de 2008, mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez la dette maintenant qui est encore là, mais les investissements que vous avez placés avec cette dette-là ne vaut plus la dette que vous avez présentement. Donc, ça, c'est un gros risque. OK? Donc dans ce cas-là, si le marché tombe, là, non seulement vous avez un rendement négatif, vous avez perdu de l'argent avec vos investissements, mais en plus, vous avez un prêt que vous n'avez pas remboursé encore. Donc, vraiment, vous augmentez votre risque de façon significative. OK? Dans ce cas où, dans un bas marché ou dans une récession, vous prenez un prêt de réel parce qu'un prêt, c'est une dette. Hein? Oui, c'est vrai, j'avais parlé des avantages qu'on peut le rembourser plus rapidement, mais dépendamment du remboursement que vous avez, ça se peut que vous ne pouvez pas rembourser entièrement cette dette-là. Dans le cas d'une perte de marché où le marché tombe, bien là, vraiment, vous êtes dans le pétrin parce que vos investissements ne vaut plus les fonds que vous avez investis et vous avez encore le prêt à repayer. Donc, quand même, un gros risque. L'autre risque, c'est le coût d'intérêt, évidemment. Vous rajoutez à vos dépenses parce que, entre-temps, dans le temps où vous avez encore cette dette-là, l'institution financière vous charge des intérêts, que vous gagnez ou perdez de l'argent avec ces investissements-là, là, l'institution financière va vous charger des intérêts. Et l'intérêt, ça représente une autre dépense que vous allez rajouter à vos autres dépenses. Puis on le sait, là, nos dépenses du courant de tous les jours ont augmenté de façon fulgurante depuis la pandémie. Donc, dans ce cas-là, ça représente une dépense additionnelle que vous allez rajouter maintenant à vos autres dépenses, qui est quand même un risque, parce que si vous êtes déjà jusqu'à là avec vos dépenses courantes, ben dans ce cas-là, vous allez augmenter ce fardeau de dépenses sur vous. Bon, l'autre, c'est évidemment l'endettement accru. J'avais mentionné que c'est une dette. C'est une dette au même niveau qu'une marge de crédit, que vos dettes sur vos cartes de crédit, que votre dette sur un prêt hypothécaire ou une dette sur un prêt d'automobile. OK? Vous rajoutez à vos dettes. OK? Donc, si vous avez déjà des gros montants de dettes, bien, vous rajoutez à votre fardeau, là. OK? Vous rajoutez sur la lourdeur de vos dettes. Et ça se peut que ça va engendrer, par exemple, des baisses de valeur de votre cote de crédit dans ce cas-là. Et en plus, vous avez une autre dette à payer que peut-être vous avez la difficulté déjà à payer ces dettes-là. Et vous augmentez votre fardeau. Donc, c'est quand même un risque dans ce cas. Alors en général, le point, c'est ça dépend de la dette aussi, hein? Oui, oui, ça dépend. Là. Comme je vous La dis, là, gestion de la dette en fin de compte. oui, exactement. Donc, est-ce que si ça vaut la peine ou non, là, si on revient à la question si ça vaut la peine ou non, ben la réponse, ça dépend. Ça dépend, premièrement, pour moi, ça dépend sur votre niveau de dette, OK, et sur vos revenus. OK, donc si par exemple, vous avez des revenus faibles et vous avez quand même des dettes élevées, ben c'est pas tellement une bonne idée là, de rajouter un prêt de REER parce que ça rajoute, comme on l'avait mentionné là, ça rajoute des risques là, parce que vous rajoutez à votre lourdeur de dette, puis en plus, vous rajoutez à vos coûts avec les coûts d'intérêt. OK? Donc, si vous êtes déjà à la limite de payer tous vos dettes et tous vos dépenses, rajouter une autre dette de REER, dans ce cas-là, même si vous pouvez la rembourser plus rapidement à cause de votre remboursement, c'est quand même un risque, OK, dans ce cas-là. Et moi, je ne le recommanderais pas dans ce cas. Mais si vos dettes, comme tu l'as mentionné, Ida, si vos dettes sont sous contrôle. Oui, vous avez des dettes, mais vous pouvez les payer facilement à chaque mois. OK, ben dans ce cas-là, et votre revenu est quand même un revenu qu'on va dire de classe moyenne, même un peu plus élevé, là, les prêts de REER deviennent très intéressants parce qu'on peut augmenter évidemment notre remboursement d'impôts de façon significative et on peut rembourser la dette
plus rapidement, OK? Et en plus, on rajoute à nos investissements, on leur donne plus de temps de se capitaliser dans ce cas-là. OK? De gagner les intérêts composés durant les années qu'on sait qu'ils sont tellement puissants, le plus d'années qu'on a les investissements. OK? Donc, c'est ça qu'il faut considérer parce que n'oublie pas, si vous êtes, par exemple, une personne que si vous perdez votre emploi, ben vous n'avez pas de marge dans ce cas-là pour payer vos factures et vos dépenses, ben là, un prêt de réel n'a aucun sens dans ce cas-là. Mais si vous avez, par exemple, un fonds d'urgence qui est bien capitalisé et que vos dettes sont sous contrôle, là, sont raisonnables dans ce cas-là, ben, un prêt réel fait beaucoup de sens pour ces personnes-là pour augmenter leurs fonds dans le REER. Bon, c'est pas mal intéressant. Il y a quand même assez d'informations là-dedans. Le mot-clé, c'est la gestion de la dette aussi. Ouais. Hem, alors, ça conclut, le le balado, pour ce sujet. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'autre? Je sais que ça vient d'un blog Oui, présentement. oui, donc on a un blog d'impôts qui a tous les détails de qu'est-ce on a mentionné ici aujourd'hui. Vous allez à impoexpert.ca, vous allez à l'onglet trucs et astuces, et là, vous allez voir blog d'impôts expert. On a l'article qui est déjà là. Donc, allez-y le consulter et vous avez beaucoup plus de renseignements que vous pouvez aller voir sur notre site web à impoexpert.ca. Parfait. Alors ça conclut notre balado aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry. On se voit à la prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. All right, that's the one. There you go.